Bienvenue à tous à ce webinaire e-commerce Espagne s'adapter pour gagner, dans le cadre évidemment du Business Booster Forum organisé par les CCI françaises à l'étranger et CCI internationales évidemment. Nous avons organisé au titre de la Chambre de commerce française de Barcelone ce webinaire avec notre pool d'experts, tous membres de la Chambre française depuis de nombreuses années et que je vais vous présenter sans plus tarder, qui vont intervenir sur un thème qui est un thème d'actualité et un thème important en fait concernant le marché espagnol. Dominique Schiden, pour commencer, Webeolia, CEO de Webeolia, qui lève la main et qui vous dit bonjour, qui va nous parler de stratégie web, pourquoi c'est important aujourd'hui de penser espagnol quand on souhaite implanter un site e-commerce en Espagne et comment surtout le faire. Il sera suivi ensuite d'interventions qui sont des interventions qui sont directement liées à des préoccupations juridiques. Nous voyons souvent arriver des entreprises qui se disent « bon, je le fais très bien en France, je vais le faire pareil en Espagne ». Eh bien, ce n'est pas tout à fait comme ça. Donc, du côté du cabinet MEB Abogados qui nous accompagne ce soir, avec Claudia Ambros, avocate senior, et Elodie Loriot, avocate associée au cabinet, vous allez apprendre que pour venir en Espagne avec un site e-commerce, il faut adapter un certain nombre de choses et surtout revoir des choses aussi essentielles et basiques que les conditions générales de vente. Nous aurons une troisième intervention ce soir avec le cabinet BDO, le French Desk BDO, avec Lionel Chanava en tant qu'expert comptable du cabinet BDO et Benjamin Araou qui a disparu mais qui va réapparaître, j'en suis certaine, qui est le directeur du French Desk. Alors, pourquoi nous avons choisi ce thème et comment nous allons essayer de vous le présenter ce soir? L'Espagne est un marché en tous les cas au titre de la Chambre de commerce française, est un marché intéressant et important en termes d'e-commerce. Il n'a évidemment pas la taille du marché français. C'est un marché qui représente aujourd'hui 30 milliards. En France, nous sommes à 100 milliards en fait d'échanges pour ce qui est de l'e-commerce. Mais c'est un marché qui connaît une très belle croissance depuis plusieurs années, une croissance à 2 chiffres. C'est un marché qui, jusqu'en 2021, est prometteur sur à peu près 14% de croissance annuelle et qui, effectivement, n'a pas démenti ce montant, ce chiffre, ou ce taux plutôt, sur les 3 dernières années. C'est surtout un marché extrêmement connecté. Il y a aujourd'hui en Espagne 93% de la population qui est connectée, 93% qui a beaucoup de population qui a beaucoup d'appétence en fait pour tout ce qui est digital, tout ce qui est quelque chose. On aime ici toucher à l'Internet, on aime les applications, on aime travailler avec son mobile et on aime être, sinon hyper connecté, du moins très connecté. La crise sanitaire, évidemment, que nous venons de vivre, ou que nous vivons toujours d'ailleurs, a montré, comme dans beaucoup de pays, que cette appétence était réelle et que plus qu'une appétence, ça allait sans doute se transformer dans un usage finalement assez quotidien en fait de consommation. Il y a plusieurs enquêtes qui sont d'ores et déjà sorties au niveau de la distribution, pas seulement de l'alimentaire, mais d'autres secteurs, qui montrent que 23% des consommateurs réguliers ou des consommateurs qui achètent effectivement en ligne ont acheté évidemment plus pendant la crise sanitaire, ou ce qu'on a appelé donc chez nous le confinement, comme partout ailleurs. Il y a eu également 2% de ménages nouveaux, 2% de consommateurs nouveaux qui se sont aujourd'hui affiliés à la vente en ligne et qui commencent qui montrent en fait qu'il y a un vrai potentiel et qu'il reste en fait de la croissance sur notre marché. Mais ce qui est plus intéressant dans l'ensemble des chiffres que j'ai pu voir en préparant ce webinaire avec mes amis et collègues, c'est que 53% des consommateurs qui aujourd'hui achètent en fait sur Internet disent que à partir de maintenant, ils vont acheter beaucoup plus. On a découvert dans les achats en ligne à la fois la sécurité et la commodité.
on a découvert en fait que c'était quelque chose qui pouvait aussi nous faciliter la vie. Et surtout, on a réussi à dépasser en Espagne quelque chose qui est de très important, c'est la confiance en fait dans l'outil, puisque la première chose à faire dans notre pays, c'est de montrer patte blanche à l'utilisateur et de bien acquérir auprès de lui cette confiance pour qu'il vienne et surtout qu'il revienne en fait sur vos sites. Donc nous sommes sur un marché relativement porteur et puis avec les experts que vous avez devant vous, que vous voyez, nous avons créé il y a maintenant 1 an le site implantation-espagne.fr où les 9 solutions pour accompagner en fait votre projet d'implantation e-commerce ou en ligne tout simplement en Espagne sur l'ensemble en fait des aspects que nous allons vous présenter ce soir, de la stratégie jusqu'à l'implantation en passant par les problématiques fiscales. Et pour ce qui nous concerne en tant que chambre de commerce, nous sommes plutôt dans cette partie sur l'accompagnement des entreprises en assistance commerciale, service client, des choses que nous faisons maintenant régulièrement et qui vous facilitent sacrément la vie si vous nous faites confiance. Vous n'avez pas de slides. J'ai vu beaucoup de webinaires aujourd'hui avec des slides. Nous avons choisi, nous, de ne pas proposer de slides. On avait envie que vous nous écoutiez. On avait envie que ce soit simple et que ce soit dans l'échange. Donc, vous savez que vous pouvez nous poser des questions. Vous aurez 10 minutes pendant, enfin, vous avez le temps pendant et vous aurez 10 minutes en fin de webinaire pour espérer vos réponses ou attendre vos réponses. Et puis, nous vous enverrons, parce que c'est ce que nous avons choisi de faire, les présentations de chacun de nos thèmes ce soir. Nous vous les enverrons à partir de la semaine prochaine sous forme d'un petit PowerPoint ou d'une petite présentation qui reprendra en fait l'ensemble des éléments. Et surtout, vous trouverez toutes les données, vous trouverez le détail de ce qui sera dit ce soir également sur implantation-espagne.fr qui est vraiment notre site de référence. Donc, sans plus tarder, je vais passer dans l'ordre la parole à Dominique Schiden, à Dominique pour être plus précise, à Dominique, qui va nous parler donc de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire en termes de stratégie web quand on est français, qu'on s'intéresse à l'Espagne et qu'on vend peut-être déjà un petit peu. Alors, Dominique, je te cède la parole. Merci. Hola, buenos días. 10 minutes, hein? Ah, pas plus, promis. Merci à la Chambre de commerce française de Barcelone de nous avoir conviés à ce webinaire. Bienvenue. Avec toute notre équipe, on a pas mal réfléchi, on a rassemblé nos connaissances du marché espagnol et on va vous donner 4 points clés pour réussir votre conquista du web espagnol. Le premier, en amont, c'est préparer le nom de domaine. C'est très important. Le 2, c'est bien optimiser son site en espagnol, en pensant espagnol avec des mots-clés espagnols pour des internautes espagnols, d'accord. En 3, une fois le site lancé, comment le faire bouger pour maintenir et gagner en visibilité et en vente, d'accord, que ce soit en B2B ou en B2C, d'accord. Et en numéro 4, c'est réussir l'expérience client en Espagne, communiquer, livrer, assurer le service après-vente, d'accord. Donc, on va parler du nom de domaine, ça va être un petit peu technique, ce sera bien résumé sur le slide qui vous sera envoyé la semaine prochaine. Mais il y a 2 points importants. On a 2 possibilités. La première, c'est partir d'une extension de votre marque .com avec un dossier /ES. D'accord ? Donc, c'est une première solution, notamment si vous avez une plateforme e-commerce multilingue existence avec des produits français, par exemple. L'action sera d'intégrer les catégories et les fiches produits traduites en espagnol dans cette extension. Et on va y revenir dans le chapitre 2 pour tout ce qui est traduction. Donc, le .com avec un dossier /ES. Le deuxième, c'est acheter un nom de domaine espagnol.es. Ça, c'est très efficient. Ça permet 2 possibilités. Soit de pointer vers un nouveau site en espagnol spécialement réalisé pour la boutique en ligne. Alors ça, c'est très bien. Vous créez de toutes pièces une plateforme, WooCommerce, PrestaShop, tout en espagnol. La solution WooCommerce est parfaite, car en plus, elle peut accueillir un blog WordPress. Donc, on va dire un domaine espagnol.es et une solution WooCommerce 100% espagnol. C'est très efficient. Soit ça peut être associé à une landing page bien optimisée en espagnol. C'est moins cher
que la solution WooCommerce. Et l'avantage, c'est que cette landing page nous ramène à des catégories espagnoles de la plateforme e-commerce multilingue que vous avez déjà en France, d'accord, avec le fameux /ES évoqué plus haut. Et ensuite, on peut aussi faire une redirection automatique depuis ce nom de domaine .es vers le nom de domaine /ES de la plateforme e-commerce multilingue existante. En fait, l'objectif, c'est en fait d'acheter, si vous pensez que ce mot-clé est pertinent et qu'il y a la possibilité d'acheter un nom de domaine espagnol, ça vaut le coup, surtout s'il a une ancienneté Google, de faire un investissement et de faire une redirection vers votre plateforme .fr/ES, .com/ES. Voilà. Donc, le nom de domaine, c'est important. Après, il y a l'hébergement du site. Alors, en France ou en Espagne? Eh bien, en fait, justement, il est important de bien choisir son hébergeur en fonction des critères précis liés à l'e-commerce. Si vous avez un bon hébergeur en France, pas besoin d'aller en Espagne, gardez-le, rien ne change. Assurez-vous de vous appuyer sur des hébergeurs professionnels français qui ont des versions à jour au niveau des services, une possibilité d'augmenter vos ressources au fur et à mesure du développement de votre e-commerce, d'accord? Et surtout, un service de backup fiable. Quand il y a des problèmes, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un au bout du fil. Et alors, par contre, ce qui est très très bien pour l'Espagne, depuis un hébergeur français, c'est d'avoir une adresse IP en Espagne. Il y a certains hébergeurs français qui le permettent. Donc, ça vous permet vraiment de gagner en visibilité face aux concurrents. D'accord? Donc, on a fini avec le nom de domaine, l'hébergement. On va passer à l'optimisation du site en espagnol. Le référencement du site en espagnol, c'est la clé du succès. D'accord? Il faut penser en espagnol en Espagne. Ça veut dire qu'il faut oublier les mots et les expressions françaises et compter sur des acteurs du web biculturels et des outils capables de bien connaître les environnements français et espagnols. Ça passe par une recherche de keywords espagnols avec les outils qui nous permettent de bien nous orienter. D'accord? Ça passe par les mots-clés principaux, les expressions de longue traîne. Donc, ça veut dire qu'on interroge des internautes espagnols, comment ils iraient sur ce propre site, quels mots-clés ils taperaient, quelles questions ils se posent, d'accord? Pour ça, une bonne culture espagnole est nécessaire avec des partenaires en Espagne qui puissent nous aider. Il y a l'analyse de la marque et des noms de produits qui est obligatoire. Votre marque fera-t-elle tilt auprès du consommateur espagnol? Ça, c'est important. Et on a deux exemples assez connus. Un très connu, le groupe Carrefour, quand il s'est implanté en 1976 en Espagne, il y a eu une étude de marché, d'accord, une étude marketing, et le groupe pensait que les Espagnols ne pourraient jamais prononcer Carrefour, alors qu'ils avaient déjà Renault, Peugeot, mais bon, Carrefour, ils ont même Bauhaus. Mais bon, Carrefour, pour eux, ce n'était pas possible. Ils ont donc créé une marque propre à l'Espagne qui s'appelle Prica, Precio y Calidad, qualité-prix, prix et qualité. Et donc avec des rayons, des étiquettes, etc. Et au cours de l'extension internationale de Carrefour, ils sont retrouvés en Argentine et finalement, ils se sont aperçus que les Argentins prononçaient parfaitement Carrefour. Donc finalement, en 2000, le géant de la distribution a reconverti Prica en Carrefour et réalisant de sérieuses économies d'échelle puisque les étiquettes sont les mêmes entre la France et l'Espagne. Un deuxième exemple, alors là c'est un fiasco total, c'est une marque automobile Ford qui a dans les années 60 construit la Cortina, la Ford Cortina. Fiasco total en Espagne, en Amérique du Sud, plutôt qu'ailleurs, non pas pour son habitabilité, sa finition, sa fiabilité, non, Cortina ça signifie rideau en espagnol, c'est pas très sexy, mais en plus dans l'espagnol familier, l'expression désigne un vieux taco. Un peu difficile à vendre en concession et imaginez les propriétaires quand ils conduisaient des Ford Cortina. Bon, après, donc ça, la marque, le nom du produit, c'est important. Il faut aussi passer au contenu de fiches produits bien spécifiquement espagnol. Alors, ça veut dire quoi? On va devoir associer la marque aux mots-clés, aux expressions de longue traîne. On oublie le Google Trad, le copier-coller, on crée un contenu unique et référençable en espagnol, avec des mots-clés qui sont différents entre l'Espagne et l'Amérique du Sud. Donc, si je veux penser en espagnol,
je pense en Espagne, en espagnol d'Espagne. Si je veux aller en Amérique du Sud, je pense en espagnol d'Amérique du Sud. Par exemple, pour une entreprise qu'on connaît, induction de films plastiques, donc c'est très technique, d'accord. Ils avaient créé un site avec le mot recubrimiento, et en fait, le terme est sud-américain. Et en fait, c'est revestimiento en espagnol. Et en fait, ils posaient la question pourquoi on n'apparaît pas sur Google Espagne. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas choisi le bon mot-clé. Donc, on s'en est occupé. Pareil pour des piscines, une marque française assez connue, qu'on ne citera pas, qui a donc des piscines et qui vend très bien en Espagne. Et ils ont des piscines haricots. D'accord. Chez nous, la piscine haricot, c'est Piscinia Rignone, piscine en forme de rein, en fait. Alors, ce n'est pas très sexy en France, mais c'est comme ça. Mais par contre, il y avait des projets de communiquer en fragnole, comme on dit, et où il y avait un projet, plusieurs fois, on a vu passer Piscina Garbanzo, qui veut dire haricot blanc. Donc, en fait, heureusement, on est passé par là en disant le haricot blanc, non, ce ne sera pas très vendeur, pas du tout même. Et on a bien remis la Piscinia Rignone au bon endroit. D'accord. Donc, il faut vraiment, au niveau de la technologie, prendre son temps et vraiment parler à des experts et à des partenaires. Voilà. Donc, là, on a terminé tout ce qui est contenu. C'est-à-dire, j'ai choisi mon nom de domaine, j'ai lancé mon site, du moins, j'ai préparé tout le contenu, il est bien en espagnol en Espagne. Maintenant, je vais passer au référencement, au SEO, au SEM, au social media. Je vais faire bouger le site. Alors là, on va voir un petit peu comment ça se passe en Espagne. Alors, faire bouger le site, c'est un peu comme partout dans le monde. Il faut une optimisation régulière de nouvelles catégories, services, fiches produits, blogs, etc. Là, toujours pareil, toujours avoir en tête les termes techniques et les mots-clés espagnols. D'accord. Ne pas oublier de bien optimiser les photos. Comme pour la France, les Espagnols recherchent de plus en plus par image. D'accord. Communication optimisée sous forme de blog. On peut tout à fait imaginer une veille de presse depuis la France, à condition que ce contenu français, d'accord, intéresse l'Espagne. À ce moment-là, oui, on va pouvoir avoir une traduction optimisée transposable. D'accord. Il y a aussi la stratégie de netlinking 100% espagnol, achat de liens pour la rédaction de contenu unique et référençable. C'est bien et c'est bon pour Google. Stratégie de social media adaptée à la clientèle, ça c'est très bien. Alors, justement, on va en parler. Qu'est-ce qui se passe au niveau, quand ils prennent leur mobile, où est-ce qu'ils vont sur les réseaux sociaux? Alors, Facebook, pas tant que ça, hein, comme en France, très présent sur Instagram, un réseau sur lequel les Espagnols aiment s'informer, se divertir et de plus en plus acheter. Là-dessus, les influenceurs ont un impact important sur le comportement d'achat, d'accord, via les réseaux sociaux. Que consomment les internautes, quelle nourriture, quelles sont les dernières tendances. Allez, les influenceurs sont là. Et en plus, on a constaté au fil des années que les Espagnols sont moins critiques que les Français de manière générale sur les réseaux. Ils font plus confiance pour se divertir. En fait, les réseaux sociaux comme Instagram, etc., c'est un peu comme dans la rue. On aime parler, charler, et en fait, on va se donner des petits trucs, les petits forums, les trucs comme ça. Donc, en fait, justement, ils aiment discuter, échanger leurs ressentis. D'accord. Facebook, utilisez de moins en moins. On aime partager des memes, des images drôles, mais moins de contenu et de photos personnelles. D'accord. Enfin, on a des campagnes payantes en Espagne comme en France. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'Instagram Shopping qui démarre fort, les campagnes Instagram Ads qui sont de plus en plus efficientes face à Facebook. Et on a aussi le classique pour le B2B, on a toujours le Google Ads. D'accord. Et ne pas oublier les campagnes de shopping Google qui fonctionnent de mieux en mieux. Voilà. Alors, le dernier facteur clé, c'est l'expérience client. Alors, communiquer, livrer, assurer le service après-vente. Voilà, j'ai vendu, je me suis fait détecter. Et il va falloir que justement on parle bien de moi et que je garde mes 5 étoiles parce que les Espagnols, ils sont un peu inquiets. Mais ça, je vais laisser Véronique en parler. Mais en attendant, il va falloir le rassurer. Et on va donner quelques réflexes pour gagner des reservas positivas. D'accord. Déjà, sur le site internet,
L'internaute espagnol cherche tout de suite un contact. Il a besoin d'interactivité. Le visuel est super important. Un numéro de contact en haut à droite, et c'est déjà pas mal. Ça peut être un téléphone, mais surtout WhatsApp, réseau utilisé en Espagne comme canal de communication. Tout le monde a WhatsApp. Le chat est très usité. Il cherche à renforcer ce lien de confiance et justement à diminuer cette inquiétude qui peut pouvoir faire disparaître l'inquiétude originelle qui peut y avoir quand il arrive sur le site. Là encore, il faut le rassurer. Et ensuite, un suivi de commandes de qualité nécessaire pour s'assurer les services d'un service client en espagnol. Et ça, c'est très important. C'est ce qu'il y a sur la CCI. Et Véronique va nous en parler mieux que moi. Voilà. En fait, tu en as déjà très bien parlé, hein. Donc je crois que tu as effectivement, merci, tu as très bien résumé l'essentiel hein, d'un service client. Je crois qu'effectivement, ce qu'il faut faire, c'est assurer et garantir la proximité. Ce que cherche le client espagnol, c'est réellement de savoir si l'entreprise qui lui vend quelque chose est là et si elle existe. Il n'est pas rare qu'une entreprise qui vient de commander sur un site vous appelle directement. Vous dit tiens, je viens de faire une commande, est-ce que vous la voyez ou tu la vois? Parce que c'était souvent assez direct. Et donc, tu peux me confirmer que je serai bien livré dans 2 jours, puisque c'est marqué sur ton site. Donc là, on a un deuxième élément qui est de dire que le client espagnol, une fois qu'il a compris que vous êtes là, qu'il a cette garantie de proximité et de confiance, au cas où il arriverait quelque chose, il a besoin de la garantie des conditions générales de vente que vous lui proposez et notamment les conditions de livraison. Donc, quand vous marquez sur un site « je livre en 48 heures » ou en 24 à 48 heures, il n'est pas rare, une fois de plus, qu'on vous appelle au bout de la 45e heure en disant « je n'ai pas encore reçu mon colis, est-ce que c'est normal ?» Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a besoin de parler à quelqu'un, on a besoin d'identifier quelqu'un à qui parler. On travaille évidemment par mail, il n'y a aucun problème, mais on a quand même, on double souvent en fait les contacts et on a besoin d'être effectivement garanti sur ce qu'on achète. On attend à la fois, je répète, la proximité et on attend aussi la rapidité, l'efficacité dans la logistique. Et c'est un des points les plus importants, je pense, aujourd'hui dans un acte de vente e-commerce en fait en Espagne. En termes de surtido, en termes de gamme, en termes de produits proposés, on est à la fois sur un consommateur qui recherche de la variété. Il a envie, quand on lui dit je vends de l'emballage, eh bien, il a envie de trouver tous les emballages dont il a besoin. Et il a beau voir sur le site que l'emballage dont il a besoin n'existe pas, bah, il va quand même vous demander « mais est-ce que vous n'auriez pas le petit sachet de telle mesure, telle dimension, à telle couleur ?» Donc, une réflexion autour de gammes variées, mais aussi parfois de sur-mesure, ce qui effectivement est une des caractéristiques de votre client en Espagne. Donc, on est sur un client exigeant qui, quand il lit quelque chose, souhaite que ce soit fait comme c'est écrit. Et ça, c'est pas toujours facile à gérer parce que tout ne dépend pas de vous, tout ne dépend pas de nous. Et je peux vous dire qu'en ce moment, en termes de logistique, c'est assez compliqué. On a beaucoup de clients, on a beaucoup moins de commandes et beaucoup plus d'ennuis, pour pas dire autre chose. Donc, du coup, on a vraiment beaucoup de travail pour essayer de rassurer des clients. Donc, nous savons qu'ils seront livrés en temps et en heure. Mais qui s'inquiètent. De même, le retour d'un produit est important. Ils veulent savoir que c'est possible de retourner. Et si tout ça, ma foi, n'est pas garanti, comme c'est dit, comme c'est écrit, eh ben, ils sont très réseaux sociaux. Et ils vont vous mettre la petite étoile qui ne plaît pas. Donc, ne pas hésiter là non plus à rappeler, à dire, bon, ben, écoute, bon, on a quand même réussi à te livrer, on a quand même fait ce qu'il fallait. Est-ce qu'on peut là revoir un petit peu notre notation parce que finalement c'était un peu rapide. Toujours rappeler qu'on ne va pas plus vite que la montre quand celle-ci, je répète, est à la 47e heure alors que nous annonçons 48 heures. Voilà, ce sont des petites choses importantes, bien qu'elles vous paraissent un peu anecdotiques. C'est comme préférer en fait les rognons haricots blancs en Espagne. Hein. C'est vrai qu'il faut éviter de mal traduire parce que si
si on est à côté de la plaque, ça peut au mieux faire sourire, au pire, effectivement, vous faire rater des ventes. Donc, c'est bien de vous faire accompagner, c'est ce qu'a essayé de nous dire Dominique. Il l'a fait avec beaucoup d'humour et beaucoup d'illustrations. Ça va être pareil pour d'autres choses auxquelles il faut penser. On n'a pas forcément toujours envie d'y penser. Là, j'essaie de faire le joint avec nos amis et collègues de MEB Abogado sur la partie, notamment conditions générales de vente, certaines clauses, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre sur les sites, et est-ce que ça vaut la peine évidemment de bien y réfléchir plutôt que là aussi tout simplement de traduire ce qu'on a fait en France. Donc je crois que c'est Claudia qui entame cette partie-là et qui va nous éclairer là-dessus également de façon très, très conviviale et pratique. Merci Claudia. Merci. Bon, actuellement, il est possible de tout acheter par Internet. Ce constat a conduit le législateur européen à promulguer au cours des dernières décennies de très nombreuses directives en matière de consommation afin de favoriser la liberté de circulation des marchandises en Europe et de renforcer la protection du consommateur. Ces directives permettent dans une certaine mesure d'harmoniser certaines règles et pratiques, mais elles doivent être transposées dans chacun des États membres, ce qui conduit à certaines différences au moment de la transposition ou de l'interprétation qui est faite des textes. Bon, pour cette raison, la réglementation en matière de commerce électronique est similaire en Espagne et en France. Par exemple, le délai de rétractation ou desistimiento en espagnol ou le délai maximum de livraison sont identiques, mais s'il subsiste quand même des différences dont il est important de tenir compte lorsque l'on souhaite s'ouvrir au marché espagnol. Lors de l'implantation d'un projet de vente en ligne, un nombre significatif de nos clients nous proposent de se contenter de traduire leurs conditions générales de vente ou CGV en espagnol. Cette solution, bien qu'elle soit attirante d'un point de vue économique, peut se révéler totalement inadaptée car les risques associés peuvent s'avérer importants si les autorités espagnoles contrôlent de manière assidue les pratiques commerciales des opérateurs et sont assez protectrices des consommateurs. En matière de consommation et conformément au règlement Rome 1, dans lequel je ne vais pas entrer dans le détail, la loi applicable au contrat est en principe celle du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel dirige par tout moyen cette activité vers ce pays, ce qui est le cas si le site Internet est en espagnol notamment. Par ailleurs, et pour compliquer encore les choses, en Espagne, les communautés autonomes ont compétence pour légiférer dans certaines matières. En plus, conformément au système de rang de priorité de l'ordre juridique espagnol et en application d'un principe dénommé principe de spécialité, une loi promulguée par une communauté autonome sera appliquée de manière préférentielle à une loi étatique. La réglementation du commerce intérieur est une des compétences attribuées aux communautés autonomes et ce sont donc les administrations autonomiques qui contrôlent le respect du droit de la consommation et ont le pouvoir de contrôler les CGV, entre autres. Ici, au cabinet, nous avons déjà pu constater des divergences d'interprétation de la part des administrations pour des mêmes CGV. Il convient également de souligner que les sanctions imposées par chacune de ces administrations sont cumulatives. On peut trouver un exemple de sanctions imposées par différentes raisons et qui s'accumulent entre la région de Madrid, la Catalogne et les Baléares. Si l'administration espagnole est décentralisée, une autre particularité est qu'il existe 4 langues officielles en Espagne: l'espagnol, le catalan, le basque et le galicien. Alors, l'entreprise qui entend commercialiser ses produits ou services en Espagne va être donc confrontée à l'obligation de disposer des conditions générales de vente et des documents commerciaux dans différentes langues. En Catalogne, la loi oblige à disposer d'une version des conditions générales de vente en catalan si le consommateur le demande. Aussi, la rédaction des CGV est également un des éléments à tenir en compte. En effet, la clarté des dispositions déterminera dans certains cas si le droit d'information du consommateur a été respecté et les nuances peuvent se révéler très importantes. Par exemple, en cas d'anomalie lors de la livraison, en France, le client est
souvent invité à inscrire l'ensemble de ces réserves sur le bon de livraison. Ces réserves doivent être manuscrites, détaillées, datées, explicites et accompagnées de la signature sur le bordereau de livraison. Mais cette obligation est une reprise du droit de transport français qui n'a pas d'équivalent en Espagne. Cette pratique est considérée comme abusive par l'administration espagnole parce qu'à son avis, elle entraîne un transfert des risques de transport sur le consommateur. Alors, on ne pourrait pas inclure une telle clause dans le CGP. On peut citer encore l'exemple de la garantie légale de conformité qui est de 200 dans les deux pays, mais qui n'est pas soumise au même délai de notification pour les consommateurs. En France, le consommateur n'est soumis à qu'un délai, alors qu'en Espagne, il dispose d'un délai de 2 mois à compter de la découverte de la non-conformité. En conclusion, si les sociétés n'adaptent pas ces éléments au marché espagnol, elles risquent de provoquer des dysfonctionnements dans leur activité et sont susceptibles de générer des réclamations de la part des clients ou des administrations. Il y a aussi d'autres essentiellement pratiques qui ne sont pas purement légales, mais qu'on retrouve assez souvent lors de la révision des CGP. Par exemple, les modes de paiement. En France, le paiement par chèque est beaucoup plus répandu qu'en Espagne. Ici, presque personne ne dispose d'un chéquier et on utilise les chèques quasiment uniquement pour les signatures chez le notaire. Si le consommateur souhaite payer par virement bancaire et que l'entreprise est établie en France et le compte bancaire est français, il faudrait également indiquer ce qu'on appelle le code BIC ou SWIFT afin que le consommateur puisse faire le virement depuis l'Espagne. Une autre différence culturelle concerne les horaires de livraison des prestataires, tandis qu'en France, le créneau de livraison sera en général entre 9h et 17h. Il faudra l'adapter en Espagne en tenant compte des prestataires et de ces horaires. Finalement, le numéro de téléphone du service client ne peut pas être un numéro de français car les tarifs pour un appel réalisé depuis l'Espagne comporteraient des tarifs importants. Et bon, c'est pas des choses légales, mais celles-ci que je viens de citer, mais je pense qu'il convient aussi de les prendre en compte. Je vais passer la parole à ma collègue et associée du cabinet Loriot qui parlera des protections des données et d'autres syndicats. Merci, bonjour à tous. Merci à la Chambre d'organiser ce webinaire. Je vais effectivement, dans le prolongement de ce que Claudia vient de vous expliquer, faire le point sur certaines autres choses auxquelles il faut penser d'adapter. À part les CGV, en fait, il y a également, bien sûr, le site Internet, les informations qu'il contient, mais aussi toutes les opérations promotionnelles qu'un professionnel peut souhaiter mettre en place, la publicité, les pratiques commerciales. Ce sont des points sur lesquels il convient d'être vigilant. Une fois encore, le droit européen est venu quand même très largement harmoniser les réglementations nationales. Donc, on a de très grandes similitudes, mais il y a quand même encore des différences qui subsistent. Donc, à titre d'exemple, pour illustrer mon propos, on peut citer les mentions légales du site Internet. Donc, les mentions légales du site Internet, en France et en Espagne, on peut reconnaître que globalement, c'est plus ou moins les mêmes informations. Donc, bien évidemment, les informations sur le professionnel, ses coordonnées, son numéro de RCS, qui serait le numéro d'identification fiscale en Espagne, etc. Mais il y a quelques petites subtilités, donc il faut toujours bien vérifier qu'on est conforme avec cette réglementation. Par exemple, pour vous donner un exemple, pour ce qui est des professions réglementées, il y a une différence entre la réglementation française et espagnole, notamment par exemple, en Espagne, il faut mettre son numéro d'inscription au sein de l'ordre professionnel auquel on est rattaché. En France, on doit mentionner sur son site internet le numéro de TVA intracommunautaire, ce qui n'est pas forcément le cas en Espagne. Donc là encore, une assez grande similarité et proximité, mais des différences. Pour ce qui concerne, pour illustrer encore ces différences qui peuvent être subtiles, mais qui peuvent finalement s'avérer importantes concrètement, on peut citer également la politique des cookies.
Donc, globalement, c'est encore une fois la même chose entre la France et l'Espagne. C'est une grande similarité. On peut dire qu'on peut reprendre dans les grandes lignes la politique de cookies qu'on a mis en place dans le site Internet français. Ceci étant, il y a par exemple des différences d'interprétation entre les autorités espagnoles et françaises. Donc, quand en France, on invite ou on recommande les professionnels à renouveler le consentement des consommateurs aux cookies tous les 13 mois, en Espagne, c'est un délai de 24 mois. Donc, encore une fois, une différence. Pour ce qui concerne la publicité, la présentation de votre site internet, les pratiques commerciales, etc. Donc, tout ça est basé sur, on a des pratiques qui sont illicites, notamment les pratiques trompeuses, abusives, etc. Ce socle est fondé sur une réglementation communautaire tant en France qu'en Espagne, mais il convient, là encore, d'analyser la situation au cas par cas, parce qu'on peut avoir des divergences d'interprétation. Et comme vous le savez, en pratique, la licéité d'une présentation ou d'une publicité ou d'un site Internet peut parfois être un peu à la frontière limite, un peu grise. Donc, toujours avoir cette analyse pays et locale. Pour ce qui est des opérations promotionnelles, par exemple les soldes, en Espagne, on a, donc Claudia, vous parlez tout à l'heure de la réglementation des communautés autonomes. Pour ce qui concerne les soldes, elle est réglementée, il y a une harmonisation au niveau national. Il n'y a plus de période de solde à respecter comme en France, mais il y a également donc, des différences entre la réglementation française et espagnole. Un autre point important, quand vous organisez des opérations promotionnelles, par exemple, tout ce qui est jeux, concours ou loterie, vous aurez une obligation de liquider des impôts sur les lots que vous attribuerez aux gagnants. Donc, globalement, il n'y a pas on va dire, de grande divergence à signaler, mais il faut être vigilant lors de la transposition de son site Internet, sa présentation, ses politiques commerciales, pour toujours s'assurer qu'on est en conformité avec le droit espagnol. Pour ce qui concerne la protection des données, alors c'est un grand sujet et encore plus en Espagne, comme vous allez le voir. Alors là, au contraire de ce qu'on vient de vous expliquer, il y a une beaucoup plus grande harmonisation puisque le fameux RGPD, le règlement sur la protection des données, est un règlement d'application directe. Donc, il n'y a pas besoin d'une transposition dans les États membres. Donc, il y a une beaucoup plus grande harmonie, même si concrètement, chacun des États peut, au travers de ses lois, venir préciser, adapter des dispositions du RGPD en droit interne ou préciser des règles qui sont consacrées dans le règlement. C'est à cet égard, d'ailleurs, que la loi espagnole a développé tout un tas de droits digitaux pour le consommateur qui sont différents ou qui ne sont pas en tout cas aussi consacrés de manière aussi ferme dans la loi française, aussi explicite. Je vais pas vous donner tous ces droits parce que la plupart ne concernent pas le e-commerce, mais il y a deux droits intéressants sur ces droits digitaux, le droit à l'oubli des recherches effectuées sur Internet, par exemple, ou l'oubli sur les réseaux sociaux qui peut être lié à une activité de e-commerce. Mais globalement, les différences en fait de réglementation en soi ne sont pas significatives, d'autant que les deux pays en fait dans leur ligne directrice et leur approche viennent s'appuyer sur les analyses d'un organisme qui s'appelle le groupe 29, de l'article 29, qui est chargé d'interpréter le RGPD. Et globalement, les deux pays reprennent ces directives. Mais il y a quand même certaines pratiques qui sont vraiment différentes en France et en Espagne. Et surtout, ce sur quoi je voulais insister, c'est qu'il y a une très grande différence au niveau du contrôle et au niveau des sanctions. Vous verrez dans les slides qui vous seront communiqués la semaine prochaine que, pour vous donner à titre d'illustration, on a à peu près le même nombre de plaintes en France et en Espagne qui sont faites à la CNIL et à l'AEPD, qui est la Agencia de Protección de Datos, qui est son équivalent espagnol. Donc, on a d'un côté 14 000 et de l'autre côté 11 000 plaintes. Donc, finalement, c'est un peu la même chose. Au niveau des contrôles, on est à 300 en France et on est déjà à 526 en Espagne.
Mais c'est surtout, en fait, sur les sanctions, vous allez voir, c'est vraiment tout à fait significatif. Quand en France, on a 42 mises en demeure de la CNIL, en Espagne, on a 338 procedimientos et sancionadores, qui sont les procédures de contrôle et de mesures coercitives. Et il y a vraiment un grand souci en Espagne du respect de la protection des données, avec une grande vigilance et également à noter, pour un peu nuancer ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la grande uniformité des règles, il y a quand même une plus grande protection de la Agencia de Protección de Datos. Et pour conclure, je vous donnerai simplement un exemple sur l'information en fait, qui est communiquée aux consommateurs. Donc, les sites de e-commerce qui collectent le nom, enfin, les données des consommateurs pour faire des campagnes de promotion, donc qui sont fondées sur l'intérêt légitime. L'agence de protection des données, par exemple, recommande en fait d'inclure dans les informations communiquées aux consommateurs, ce qui n'est pas le cas en France, une information beaucoup plus détaillée. Donc, le professionnel devrait expliquer les critères qui ont permis de mettre en balance l'intérêt légitime du consommateur et l'intérêt légitime du commerçant pour récolter ces données. Donc, c'est vraiment un point sur lequel il faut être très, très rigoureux parce qu'en Espagne, finalement, on va dire le régime mis en place est beaucoup plus strict et coercitif en pratique. Et je repasse la parole à Véronique, qui, je pense, va introduire nos collègues comptables et fiscalistes qui ont également des choses intéressantes et très importantes à vous dire. Véronique, on ne t'entend pas? Pardon. L'idée, c'est de vous rendre attentif à un certain nombre de points importants et la RGPD fait vraiment partie d'un point d'observation qu'il faut peut-être contraster quand vous aurez un projet en Espagne avec je dirais un avocat ou quelqu'un qui peut vous suivre là-dessus, en tous les cas quelqu'un de droit qui peut vous préciser un certain nombre de choses. C'est vrai que c'est extrêmement contrôlé. L'État espagnol n'hésite pas à observer, à suivre, à intervenir. On l'a vu sur des exemples très précis, mais qui sont à la limite du commerce en ligne et de la fiscalité. On l'a vu beaucoup sur Airbnb, par exemple, qui a été extrêmement suivi et extrêmement contrôlé en Espagne. Donc, simplement, c'était pour passer un petit peu du juridique au fiscal. Est-ce que c'est une réflexion identique de votre côté, du French Desk? Est-ce que vous avez les mêmes recommandations? Et surtout, quel lien e-commerce, TVA, à quel moment faut-il observer la TVA en Espagne et à quel moment faut-il intégrer des formalités et plus que des formalités, peut-être une implantation du type établissement stable ici. Je passe la parole à Benjamin d'abord, que nous avons retrouvé. Nous avons mis un peu de temps à le trouver, mais le voilà, il est là et il va nous faire cette introduction sur cette dernière partie de notre webinaire. Il nous reste un petit quart d'heure et on va sans doute dépasser de 2-3 minutes. Donc, je vous demande un peu de patience. Et voilà. D'accord. Merci Véronique. Vous m'entendez bien, c'est bon? Je t'entends, oui. Oui, parfait. Merci à tous de venir aujourd'hui nous écouter. On va parler de fiscalité. Alors, à cette heure-ci de l'après-midi et peut-être avec 4 ou 5 webinaires avant le nôtre, c'est un peu compliqué, voire courageux de votre part. Donc, merci à tous d'être venus nous écouter. On va essayer d'être pratique en fait sur ces conseils à vous donner. Ce sont des conseils que l'on va orienter sur l'Espagne, mais qui vont être applicables à d'autres pays de l'Union européenne, principalement sur la TVA et sur l'IS. Notre métier à BDO, c'est de vous rendre la vie plus facile en toutes ces matières qui, pour une première expérience à l'international ou sur des projets confirmés, voilà, vous assistez et vous orientez dans l'application des bonnes règles à suivre. Dans l'e-commerce, il y en a certaines. Il y a de grands changements en perspective à partir de 2021 en matière de TVA.
et beaucoup de questions. Quand c'est un premier projet, c'est souvent le cas de beaucoup de questions autour de la notion d'établissement stable. Donc, sans plus attendre, je vais céder la parole à Lionel sur son sujet préféré qui est la TVA, et puis je reprendrai la parole après pour aborder quelques notions d'établissement stable. Oui, bonjour à tous, merci Benjamin. Comme tu l'as bien noté, la TVA est l'enjeu principal de la fiscalité du e-commerce et notamment des ventes à distance. Les biens qui sont expédiés depuis certains pays européens, depuis les pays européens vers l'Espagne, peuvent sous certaines conditions être soumis à la TVA en Espagne. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est rapidement les conditions d'imposition à ce régime et d'application de ce régime de vente à distance. Et dans un deuxième temps, les obligations qui en découlent en considérant bien sûr donc les nouveautés qui seront applicables à partir de janvier 2021 au niveau européen. Au niveau des conditions d'application du régime de vente à distance, il y en a 4. La première notion importante, c'est celle du transport. L'expédition ou le transport des biens doit être réalisé par le vendeur ou pour son compte. Ce qui veut dire que si votre client espagnol se charge de récupérer la marchandise en France, cette transaction ne sera pas soumise à la TVA espagnole. La seconde notion importante tient à la typologie de votre clientèle. Le traitement sera différent si votre activité est en B2B ou en B2C. Si vos ventes à distance sont destinées à des particuliers, le régime de vente à distance s'appliquera et donc la TVA, la vente sera soumise à TVA en Espagne. En revanche, si les ventes sont destinées à des entreprises qui vous ont communiqué un numéro de TVA intracommunautaire, donc il s'agira d'une livraison intracommunautaire, et bien entendu, là, c'est la règle de l'autoliquidation, donc il n'y aura pas de TVA espagnole à faire figurer sur la facture. La troisième notion importante concerne la nature des biens commercialisés. Certains biens sont exclus du champ d'application. Il s'agit des moyens de transport neufs, des biens qui vont nécessiter un montage ou une installation sur place, et des biens qui sont déjà soumis à un régime spécifique, comme les biens d'occasion, les antiquités, les œuvres d'art. La quatrième condition d'application du régime de vente à distance tient au volume de facturation. Actuellement, les ventes à distance sont imposées à la TVA dans le pays de destination, c'est-à-dire l'Espagne si vos clients sont espagnols, lorsque votre chiffre d'affaires dépasse les 35 000 € dans ce pays. À compter de janvier 2021, le seuil est abaissé à 10 000 €. Et ce seuil n'est plus considéré pays par pays, mais au global, au niveau européen. Donc là, on s'aperçoit qu'il va y avoir une fiscalité systématique à la TVA dans le pays de destination. Seuls les très petits e-commerçants qui facturent moins de 10 000 € en Europe pourront continuer à appliquer la TVA de leur pays d'origine. Mmh. Donc voilà pour les quatre grandes conditions d'application du régime de vente à distance. À partir du moment où votre activité est soumise à la TVA en Espagne, vous allez avoir des obligations déclaratives trimestrielles afin de reverser à l'administration fiscale espagnole la TVA que vous aurez collectée auprès de vos clients espagnols. Donc pour réaliser ces démarches, il y a deux options possibles. L'option traditionnelle historique qui est la création d'une représentation fiscale dans le pays, en Espagne. Donc il s'agit en fait d'immatriculer la société française auprès de l'administration fiscale espagnole en obtenant un NIF, un numéro d'identification fiscale. La seconde option, qui sera l'option moderne et l'option applicable à partir de janvier 2021, va consister en l'utilisation du guichet unique, qui est un portail en ligne qui sera mis à disposition de tous
de toutes les entreprises européennes afin qu'elles puissent réaliser leur déclaration de TVA et payer la TVA auprès d'un seul pays membre. Le pays, en principe, ça sera le pays d'établissement de la société. Donc, on s'aperçoit donc qu'il y a une grande simplification de ces procédures déclaratives. Et donc, à partir de 2021, l'inscription, l'immatriculation des sociétés européennes dans le pays de destination ne sera plus obligatoire. Donc voilà, on a fait le tour très rapidement, on a balayé les grands principes fiscaux. Je voulais pas trop vous endormir, donc je vous repasse la parole à Benjamin pour une conclusion et peut-être une ouverture sur d'autres problématiques importantes. Merci. Merci Lionel. Donc merci. J'espère que vous avez vous avez bien pris note de ces sujets. Donc deux principaux sujets, hein, le seuil de 35 000 euros qui descend à 10 000 euros. Et également cette possibilité de faire les déclarations à partir de janvier 2021 depuis un guichet unique. Pour nous aussi, ça va changer dans notre pratique de tous les jours. Je voulais conclure notre présentation par des notions qui concernent l'impôt sur les sociétés et la notion d'établissement stable. On n'aura pas vraiment le temps de rentrer en détail de quelque chose aussi complexe qu'est l'IS et la notion d'établissement stable. Mais je vais essayer de vous donner quelques exemples concrets, peut-être par rapport à votre activité e-commerce en France, que vous projetez sur une implantation en Espagne ou dans d'autres pays de l'Union européenne, de manière à les concevoir comme point de vigilance. Un premier exemple, par exemple, vous souhaitez utiliser un nom de domaine .es et vous souhaitez héberger votre domaine sur un serveur en Espagne. En principe, ces deux critères ne font pas l'objet d'une qualification d'établissement stable. Donc, l'activité commerciale menée depuis un site .es n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés. Deuxième cas de figure, vous souhaitez, dans le cadre de votre activité e-commerce en Espagne, stocker de la marchandise avant de livrer cette marchandise à vos clients en Espagne. Vous pouvez pour cela louer un local, louer un entrepôt au nom de la société française qui sera non résidente sur le territoire espagnol. Cette activité, de nouveau, ne sera pas qualifiée d'établissement stable. Hein, selon la convention fiscale entre la France et l'Espagne, on n'aura pas, en principe, ce risque. Vous souhaitez, par contre, emballer cette marchandise ou gérer la logistique de cette marchandise depuis votre local avec des employés qui sont employés de la société. En cas de contrôle, les fonctions, ce qui va être retenu établissement stable, ce seront les fonctions de vos employés sur cette activité. Ce ne serait pas qualifiable d'établissement stable si cette activité était sous-traitée par un fournisseur. Elle le serait probablement en cas de contrôle si vos salariés exercent des fonctions de logisticiens ou administratifs. En revanche, pour échapper à cette qualification d'établissement stable, vous pouvez, pour développer votre activité commerciale en Espagne, embaucher du personnel à partir d'un ce qu'on appelle classiquement un bureau de représentation. Ce bureau de représentation sans établissement stable, donc dont l'activité en elle-même ne sera pas assujettie à l'impôt sur les sociétés. Les factures sont émises depuis le siège en France, les décisions sont prises depuis le siège en France, il faut pouvoir documenter ça. Donc votre personnel, les fonctions des salariés en Espagne sont uniquement, exclusivement commerciales, des fonctions de démarchage commercial et de représentation commerciale. Je crois que j'ai brièvement essayé de vous donner quelques exemples sur les risques de qualification d'établissement stable et d'impôt sur les sociétés. C'est difficile de rentrer dans le détail aujourd'hui, mais on se tient à votre disposition dès maintenant pour répondre à toutes vos questions et à l'avenir avec la Chambre de commerce pour étudier votre projet d'implantation et avec grand plaisir vous accueillir sur votre projet et votre aventure ici en Espagne.
merci beaucoup Benjamin, merci à tous. On a effectivement essayé de faire ça de façon à la fois pratique et rapide forcément, puisque nous avions une petite heure comme tout le monde aujourd'hui, tout au long de la journée. J'ai répondu à une ou deux questions directement par écrit, je ne vois pas d'autres questions. Vous pouvez nous retrouver sur www.implantation-espagne.fr qui sera votre page de référence. Vous retrouverez l'ensemble des intervenants de ce soir et qui restent nos experts et nos partenaires autour de ce pool e-commerce pour les 9 solutions pour vous accompagner en Espagne. Il est 17h58, vous avez encore 2 petites minutes pour poser des questions. Il ne faut pas hésiter et sinon, je répète, nous restons disponibles. Je ne vois pas de nouvelles questions. Ok, donc je pense qu'on a été très clair. En tous les cas, merci beaucoup à vous tous. Nous avons en revanche des remerciements et quelques félicitations. Donc c'est plutôt bien. C'est surtout pour vous que je dis ça. C'est surtout pour les intervenants que je dis ça. Donc merci. Bonne soirée à tous et à très très bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.